à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, 2 heures de libre antenne. 3921 notre numéro d'appel et vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Vous appelez et on parle de tous les sujets qui vous intéressent. On parle de vos relations affectives, amoureuses, familiales, de ce que vous vivez ou de ce que vous aimeriez vivre. On est là pour échanger, partager. Partager quoi ? Eh bien, les petites difficultés du quotidien, vos attentes, vos envies, vos rêves. Mais on est là, tout le monde est là, avec moi Asiba, Valentin au standard qui vous accueille avec leur patience et leur gentillesse habituelle au standard. Et puis Fifi qui règne en maître aux manettes, merci aussi à lui. J'ai plusieurs choses à vous dire, 3921 bien sûr notre numéro d'appel et puis vous pouvez envoyer vos SMS en commençant par le mot nuit puis votre message et vous l'envoyez au 7 39 21. Dernier moyen d'accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Iman, on va commencer avec vous cette émission. Bonsoir Iman. Bonsoir. Alors, vous nous appelez, vous avez 25 ans et puis je vais vous laisser raconter votre histoire. Alors, déjà, je tiens à dire que j'écoute souvent votre émission et j'ai peur d'être ridicule avec mon histoire, mais j'ai vraiment envie d'en parler. Pas du tout, rien n'est ridicule ici. Oui, non mais je suis tellement une adepte des histoires chaotiques que je me sens un peu ridicule. Bon, en fait, l'histoire, c'est que j'ai fait une connerie, je suis sortie avec un collègue de boulot. Ah, vous dites que c'est une connerie. Ah oui, c'est une connerie parce que tout le monde m'avait prévenu que c'était une mauvaise idée et j'ai foncé parce que je suis pas le genre à me mettre des barrières et à m'auto-censurer. Donc, je me suis dit, voilà, j'y ai cru et donc je suis restée plusieurs mois avec lui. Et c'est quelqu'un qui a du mal à dialoguer en couple. Quand il y a un problème, il a du mal il veut pas qu'on en parle, voilà. Il préfère faire la tête dans son coin pendant 4-5 jours et revenir comme si de rien n'était. Et moi, j'étais très frustrée parce que je suis pas du tout comme ça. J'aime beaucoup dialoguer. J'ai besoin de dialoguer. Et du coup, mardi, il m'a annoncé que c'était fini. Oui. Que c'était fini et je suis un peu sonnée. Je suis très mal au boulot. Je me sens pas bien. Oh là là. Je le vis très mal et surtout le fait de le voir heureux. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il le vit très bien. Que ça ne lui a rien fait à lui. Voilà, et c'est ce qui me blesse le plus. Je crains que ce soit une histoire d'ego, je ne sais pas trop, à vrai dire. Bah, écoutez, c'est un peu tout ça mélangé. Déjà, une rupture, c'est toujours douloureux. Quoi qu'il arrive, que ce soit avec un collègue de bureau ou en règle générale, non ? Clairement. Est-ce que c'était votre première rupture ? Absolument pas. Oh mon Dieu. Bon. Non, mais c'était différent parce que c'était un ami avant tout, avant qu'on bascule dans cette histoire, c'était un ami. J'étais très proche de lui, on discutait beaucoup, je lui ai beaucoup parlé de mes relations précédentes, de mes ruptures précédentes et voilà, le fait qu'il prenne Ouais. ça en compte, ça m'a blessée en fait, parce que je l'ai prévenu, quoi. Je lui ai dit, si c'est une amourette, je préfère que tu t'abstiennes, je veux que tu sois sûre de toi. Enfin, on n'est jamais sûr, mais bon. Non. Je sais pas, je sais plus en fait. Bah, écoutez, en réalité, ce que vous dites, ça pose deux problèmes. Un, le problème de la rupture, et puis de ce qui se passe, effectivement, et vous le dites très justement, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Ça peut coller comme ça peut ne pas fonctionner, ça peut ne pas se faire, ça peut ne pas prendre, et puis on peut se plaire au début, et puis beaucoup moins après, et ça s'arrête. Ça, c'est un. Deuxièmement, effectivement, c'est vrai que ça se passe sur votre lieu de travail. Alors, votre lieu de travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous l'avez constamment, tous les jours sous les yeux, et que tous les jours, ça vous renvoie à cette rupture et à cette relation qui n'est plus. Non, c'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec. Ça n'a pas fonctionné, c'est tout. Il faut pas le prendre comme un échec. Mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est que j'ai toujours, je lui ai dit que je préférais qu'on reste discret, que personne le sache, et il a tout fait pour que ça se sache.
il m'a mis la pression, il m'a dit écoute, j'ai pas envie de me cacher, j'ai envie que ça se sache. Et voilà, j'ai l'impression voilà, qu'il était sûr de lui et que du coup, voilà, enfin, je veux dire, on a fait notre coming out, enfin, entre guillemets, il y a 3 semaines. Et le fait qu'il me plaque au bout de 3 semaines. 3 semaines. Voilà, j'aurais préféré. Non, mais pas 3 semaines de relation, mais 3 semaines après d'avoir annoncé aux collègues, enfin, d'avoir affiché au boulot. Et c'est ce qui me blesse le plus parce que je tenais à vivre cette rupture discrètement. Du coup, là, ce n'est plus le cas et je sens le regard inquisiteur des collègues sur moi. Et je suis pas bien, quoi. Mais oui, mais ça, je peux l'imaginer. Alors, ce que vous dites, ça pose vraiment un problème. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont déjà vécu ce genre d'expérience, ça serait intéressant de savoir comment eux ont réagi. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir, parce que dans ces cas-là, tous les conseils sont bons à prendre. C'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux parce que quand on rompt, généralement, vous voyez, on ne se voit plus. Voilà. La rupture, c'est une séparation. La séparation, ça aboutit à quoi ? On n'a plus l'autre sous les yeux, chacun est de son côté. Vous avez rompu, mais en même temps, vous avez en permanence la personne pour qui vous aviez des sentiments, là, sous votre nez, sous vos yeux, et qui en plus, et vous le dites, vit comme si de rien n'était, et comme s'il ne s'était rien passé, comme si, la vie avait repris son cours, et puis finalement, tout était normal. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que ça soit normal pour lui, hein, vous ne savez pas comment il le vit. Mais vous, quand vous parlez de regard inquisiteur, vous croyez réellement que les autres portent sur vous ce jugement dur ? Pourquoi vous êtes... Écoutez, cette relation, au boulot, je suis un peu la coqueluche. Enfin, les garçons m'aiment beaucoup. Du coup, il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie et j'ai l'impression qu'il a juste voulu leur faire passer un message comme quoi il pouvait m'avoir, il m'a eu et maintenant, je sais pas, j'ai l'impression d'être, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais d'avoir été un trophée pour lui. Un trophée ? Bah oui. C'est prétentieux, mais oui, c'est ça, parce que il arrêtait pas, quoi, de dire que... C'est pour ça qu'il s'est affiché avec vous en disant, ça y est, c'est moi qui l'ai eu. Ouais, parmi vous tous, c'est moi qui l'ai eu, et maintenant que c'est fait, voilà, quoi, il a fait son boulot, je sais pas, j'ai tellement peur que ce soit ça, en fait. Non, en même temps, c'est pas désagréable de savoir qu'on est un objet de désir. Moi, j'en suis pas là, quoi. Ouais. Non, j'imagine que vous n'avez pas besoin de ça, mais vous auriez préféré que ça soit fait avec plus de discrétion. Est-ce que vous avez eu honte ? Est-ce que vous avez eu un sentiment d'humiliation ? Non. Non, je me suis sentie trahie parce qu'encore une fois, il me connaissait bien, on a beaucoup parlé. Bon, il est vrai qu'il m'a jamais dit qu'il m'aimait, mais bon, ça... Alors, justement, comment ça se passait entre vous ? Vous êtes restés combien de temps ensemble ? On est restés, ça faisait 10 mois. Presque un an ? Oui. Comment vous en êtes venu ? Vous dites que c'était un ami au départ, donc vous le voyez tous les jours ? C'était un collègue qui me touchait vachement. On s'est rapprochés à un moment difficile pour lui. Sa copine l'avait largué. Et avant, on se regardait pas, quoi. Je le regardais pas. Mais voilà, sa copine l'a largué. Il était tellement pas bien, il était mal, et ça m'a touchée de le voir comme ça. Je soupçonnais pas du tout ce côté sensible chez lui, et ça m'a vraiment touchée. Donc on s'est rapprochés. Ça vous a attendri ? Oui, ça m'a attendri, ouais. Et donc on s'est rapprochés, on passait des soirées ensemble, on faisait la fête ensemble, et voilà. Et petit à petit, et un jour, il m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi et voilà. Et vous voulez que je vous dise, la manière dont vous le racontez, très certainement, c'est vrai. Ouais. Oui, je ne pense pas du tout qu'il se soit moqué de vous. Je pense que vous avez été là pour lui dans un moment qui était un peu difficile, un peu compliqué, une période à traverser. Vous lui avez tendu la main et il s'est attaché à vous et il est très certainement tombé amoureux de vous. Parce qu'on ne reste pas 10 mois avec quelqu'un comme ça s'il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, qui a fait que, mon Dieu, c'est parti en vrille ?
C'est que je suis chieuse en fait. C'est pas que je suis chieuse, c'est que le dialogue c'est très important pour moi. Et quand il y avait un problème, effectivement, j'avais envie qu'on en parle, j'avais envie de mettre des mots sur ce qui se passait. Et lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il me disait que je me prenais trop la tête et que voilà, que je lui prenais la tête et qu'il avait envie de choses simples. Je lui disais oui, mais en même temps, tu peux pas me faire des choses. Tu peux pas me blesser et voilà, j'ai l'impression. Oui, vous aviez raison. Vous aviez raison. Voilà, j'avais besoin de lui parler, j'avais besoin qu'il m'entende, j'avais besoin qu'il parle surtout parce que moi, je n'hésitais pas du tout à dire ce que je pensais, mais lui en face, il était là, je sais pas, je suis perdue, je sais pas. Et d'ailleurs, quand il m'a largué, il m'a dit qu'il savait pas du tout ce qu'il faisait et que c'était peut-être une erreur, qu'il le regretterait peut-être, mais que voilà, qu'il sentait que j'étais demandeuse et qu'il n'était pas là tout de suite prêt à me donner ce que je voulais, quoi. Dites-moi, il vous a drôlement respecté? Moi, je trouve qu'il vous a drôlement respecté parce que il n'a pas rompu en disant tu es comme ci, tu es comme ça et j'en ai marre de toi. Il a tout pris sur lui. C'est les phrases bateau, c'est très bien, t'as aucun problème, c'est moi le problème. Enfin, oui, mais ça reste élégant. Ça reste élégant, non? Ouais, j'aurais aimé qu'il soit sincère et qu'il me dise les choses. Mais il vous a dit ce qu'il pensait, c'est-à-dire que peut-être il faisait une erreur. Moi, je pense réellement que ce garçon a eu des sentiments pour vous. Par contre, je m'interroge, est-ce qu'il était pour vous? Ça, c'est la question. Parce qu'il s'attache à vous dans une période où il est, on va dire, fragile, sensible. Vous, il vous touche, il vous attendrit, mais vous voyez bien que quand il vous blesse, quand quelque chose ne va pas, il est dans la fuite et il préfère ne pas en parler et vous n'avez pas les mêmes attentes. Oui, mais on n'est pas sortis ensemble pendant son chagrin. J'ai vraiment attendu j'ai attendu 2-3 ans, hein, histoire qu'il s'en remette bien, sans discuter justement. Mais moi, il m'a toujours plu en fait. Il m'a toujours plu, ce garçon. Enfin, physiquement, je le trouvais très très beau, mais j'ai vraiment attendu qu'il tourne la page réellement. Et, oui, c'est passé 3 ans, donc vous vous connaissiez vraiment bien en fait, quand d'un seul coup. Oui, c'est pas que vous l'avez, ça se passe pas au bout de 2 ou 3 mois où il est un peu triste, vous le consolez. Non, du tout. Non, ouais. Alors en fait, vous êtes sorti avec un ami. Ça pose un 3e problème. Vous sortez avec un ami, vous rompez les séparations, c'est douloureux, et séparation avec un collègue de bureau, c'est-à-dire quelqu'un. Vous savez ce qu'on dit, hein, que en principe on ne mélange pas les deux, mais ça se trouve aussi, on choisit pas toujours, et il faut bien se dire que 80% des rencontres se font sur le lieu de travail. Alors allez vous dépatouiller avec tout ça. Moi j'aimerais bien qu'on m'appelle pour me donner son avis, ça nous serait profitable. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre. Je dirais que c'est plus compliqué de s'en sortir et je comprends que vous ne soyez pas bien. C'est plus compliqué, c'est vrai. Je vais pas vous dire le contraire. Comment faire? Comment faire? Ouais, comment faire? Comment vous faites? J'ai fait de l'humour le jour où il est venu me voir. Je lui ai dit, écoute, je suis obligée de te tuer maintenant que tu m'aimes plus. Ouais, c'est vrai. Je ne sortirai pas de chez moi comme ça. Mais j'étais effondrée, mais je lui ai pas du tout montré, justement. Je suis restée digne. Je lui ai dit, effectivement, ça colle pas entre nous. On a fait une connerie, tout va bien. Je le prends très bien. D'ailleurs, il me dit, dis-moi, tu vas fêter ça ce soir parce que tu as l'air soulagée. Je fais non, mais voilà. J'ai pris sur moi pour dire tout ça, mais j'étais dévastée. Ouais. Bah oui. Mais en même temps, vous avez eu la bonne attitude. Vous êtes resté digne. Vous n'avez pas eu envie de lui montrer votre chagrin. De toute façon, vous savez ce que c'est. Ne me quitte pas n'a jamais fait revenir personne. Tout à fait. Donc voilà. Je préférais rester digne et lui dire que effectivement ça collait pas, que c'était pas ça, que j'avais besoin que lui me dise les choses. Enfin. Mais ce qui m'a étonnée, c'est sa réaction. Il a eu une réaction très bizarre. Bon, il s'est mis à pleurer, j'ai pas compris. Ah, il s'est mis à pleurer? Oui. Mais c'est qu'il tenait beaucoup à vous, hein. J'arrête pas de vous le dire. Moi, c'est mon sentiment. C'est que ce garçon était réellement amoureux de vous. Alors pourquoi il se sépare? Il y a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il s'est pas senti, et il vous le dit d'ailleurs, prêt à vous donner, prêt à s'engager, comme vous auriez eu envie qu'il s'engage. Mais pourtant,
Enfin, je veux dire, c'est lui, quoi, qui a voulu me présenter à sa mère. J'ai refusé. C'est lui qui, à chaque fois, voulait m'emmener chez ses parents. Je refusais à chaque fois parce que, justement, je trouvais que c'était trop, qu'on allait trop vite. C'est lui qui faisait tout ça. Et il me reproche ça, quoi. C'est ce que je comprends pas. Oui. Moi, je lui ai rien demandé. Je lui ai pas présenté à mes parents. Voilà, il voulait coûte que coûte que ses amis me connaissent, il voulait coûte que coûte que sa mère vienne chez moi. Donc il était fier de vous. Ouais, mais... Il était fier de vous. C'est peut-être pas définitif, hein, cette histoire-là, Iman. Oh, que Dieu vous entende. Ouais, vous y tenez vraiment? Oui. Ce n'est peut-être pas définitif, c'est peut-être un coup de bluff. Mais en même temps, si jamais il revient, il faudra faire attention parce que... Quel âge a-t-il? Il a 33 ans. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Moi, je crois qu'il a pu avoir d'un seul coup l'angoisse de s'engager, de voir la tournure que ça prenait au bout de 10 mois. Ça faisait un certain temps, il était peut-être pas sûr de lui. Et il vous le dit, peut-être que 33 ans, il faut prendre une décision. On y va ou on n'y va pas. Oui. Et pour l'instant, il a choisi de s'abstenir. Il le dit, hein, peut-être que je vais le regretter. Oui. Ah là là, courage, il faut serrer les dents. Bah, c'est ce que je fais. Ouais. Vous avez des amis, vous êtes entouré? Oui, j'ai des amis, mais bon, ils sont fatigués de mes histoires chaotiques, donc ils ne m'écoutent plus. Ouais. Alors je reçois un petit message de la part de Vivaldi. J'ai eu la même expérience avec mon directeur et j'ai dû demander ma mutation parce que c'était difficile à vivre. Vous n'allez pas changer de travail. Qu'est-ce que vous faites? Ben justement, je comptais demander aussi une mutation. Mais bon. Est-ce que vous pouvez éventuellement, je ne sais pas moi, ne serait-ce que changer d'étage? Oui, je peux, mais le problème... Ah non, mais... Non, mais on n'est pas au même étage, justement. Mais, Bon, déjà, ça aide. Ouais, oui, mais je le vois quand même. On est amenés à travailler ensemble sur des dossiers, donc... C'est En fait, indiscret. c'est son indifférence qui me tue. Oui, mais attention. Vous savez, depuis quand les gens montrent tout ce qu'ils pensent, ça se saurait. Oui. Non? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous aviez envie de demander votre mutation pour aller où? Pour aller dans le sud, histoire de... En même temps, vous avez votre vie là où vous êtes. Oui, j'ai toute ma famille qui est là. Ouais. Et puis c'est pas tout à fait le moment de la quitter. Au contraire, faites-vous chouchouter, voyez vos amis, ceux avec lesquels vous êtes à l'aise, intimes. Vous pouvez déballer votre histoire. Ils sont là pour ça, les amis, c'est-à-dire vous entendre, vous écouter, vous tendre les Kleenex. Il n'y a aucune honte et aucun mal à ça. Hein. Oui, mais ils en peuvent plus là. Mais non, c'est pas vrai, ils en peuvent Ils plus. répondent même plus. Ils répondent même plus. Ils ne répondent plus. Ouais, mais non, moi, j'y crois pas 2 secondes. J'y crois pas 2 secondes. Non, c'est vrai, ils sont exaspérés. Enfin, Ils vous en veulent de pas les avoir Oui. écoutés? oui, ils m'en veulent. En même temps, voilà, ils ont l'habitude de mes histoires chaotiques. Ils en peuvent plus, quoi. C'est toujours pareil. Ah, c'est Je suis toujours amoureux, pareil. Je l'aime, c'est fini. Je suis amoureux, je l'aime, c'est fini. Un petit cœur d'artichaut, donc, j'ai avec moi là. Eh bien, écoutez, vous avez tout à fait raison, mais peut-être qu'il faudrait vous aguerrir un peu. Peut-être qu'il faudrait faire attention parce que vous me semblez bien tendre. Beaucoup trop. C'est le sentiment que j'ai à vous entendre vous Mais donner j'ai tout. tendance à faire dans le social, dans mes relations amoureuses. Je vais vous donner un exemple concret. C'est que lui, par exemple, je vais être franche avec vous, c'est que sa copine l'a largué, il en a fait une dépression. Du coup, je me suis interdit de le larguer après toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Et je me suis refusée de le larguer parce que j'avais pas envie justement de lui rappeler cette fille qui lui a fait tant de mal. Du coup, j'ai attendu qu'il me le dise, quoi. Je sentais que ça le faisait pas, mais j'ai quand même attendu qu'il me le dise. J'avais besoin que ce soit lui qui le dise. Oui. Mais en même temps, vous êtes en train de dire quelque chose d'important. Vous n'aviez pas envie de le laisser lui. Donc vous voyez bien qu'il n'était pas tout à fait pour vous et que ça ne matchait pas tout à fait. Vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Je sais pas s'il était... Enfin, il me disait souvent que j'étais trop pour lui. Ouais.
que j'étais trop. Ouais. Et je sais pas ce qu'il a voulu dire par trop. Effectivement, je suis quelqu'un de très Et vous y allez, quoi. exubérante. Voilà, il me dit quand t'es là, quoi. Heureusement. Et Heureusement. Surtout ne changez rien. Soyez vous. Continuez d'être vous exactement tel que vous êtes. C'est pas la peine d'essayer d'être autrement que ce que vous êtes. Ça ne marche jamais. Oui. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Merci de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez un petit coup de blues. On est là. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir, Iman. Au revoir. Et après ce témoignage très touchant d'Iman, nous allons poursuivre avec Laure. Bonsoir Laure. Oui, bonsoir. Bien. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est toujours le même sujet en fait. C'est les problèmes sentimentaux. Mais on est là pour ça. Ouais, c'est ça, oui. Pour vous situer les choses, c'est en fait que j'étais avec quelqu'un depuis 7 ans. Oui. Et ça fait 7 mois qu'on n'est plus ensemble. Ah, 7 mois. Ouais. 7 ans, 7 mois. C'est ça, mais en plus c'est mon chiffre, le 7. C'est votre chiffre, d'accord. Oui, c'est mon chiffre. Donc par rapport à ça, j'ai l'impression depuis, je sais que c'est la bonne décision, ça j'en reviens pas, mais je sais plus qui je suis en fait. Vous ne savez plus qui vous êtes. Allons donc. Oui, non, dans le sens où finalement, moi en dehors ça va très bien, hein, dans le travail, ça va aussi, ça pourrait aller mieux, mais ça va plutôt pas mal. Dans le perso, ça va, mais depuis que je suis plus avec lui, je fuis mes vrais amis et j'ai besoin de légèreté. Je me retrouve avec des connaissances, avec des gens que j'aime bien, avec qui je peux passer de bonnes soirées sans me prendre la tête et qui connaissent pas mon histoire, quoi. Vous avez envie d'arrêter de penser? C'est un peu ça, oui. Je me suis plongée à fond dans le sport. Là, je me suis un peu blessée, mais j'attends de pouvoir reprendre. Mais c'est vrai que j'ai envie de plus me prendre la tête et voilà, de plus réfléchir. Je pense que c'est ça surtout qui compte, quoi. Et ça me va très bien. Je trouve ça m'allait très bien ce rythme. Sauf qu'à la fin, je me dis, j'ai envie d'une belle histoire, mais en même temps, je me sens pas de réattaquer une autre histoire. J'ai envie peut-être, alors on me conseille de passer mieux avec un homme, pour oublier. Alors en même temps, je me dis oui, mais en même temps, je me dis que je peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Ce serait comme le tromper et je conçois même pas que de passer à autre chose. Moi, je peux discuter, il n'y a pas de souci, je peux rigoler. Mais c'est tout. Je me considère comme asexuée, même si Non. je peux trouver. Non, c'est pas le souci. Je pense que surtout, vous n'avez pas terminé cette histoire avec lui. Vous l'avez toujours dans la tête. Vous avez toujours des sentiments pour lui, et du coup, vous n'êtes pas disponible pour quelque chose d'autre. Alors, vous voulez bien me raconter cette histoire? Ouais. Je vais être un peu émue, mais oui. C'est qu'en fait, j'étais encore étudiante. Là, j'ai 29 ans, j'étais étudiante. J'ai fait un stage, dans son travail. Et puis, il s'avère que vu que j'étais amenée à rester sur place dormir et que je connaissais personne dans une autre ville, c'est lui qui m'a un peu montré, qui m'a fait visiter sa ville, qui était là pour moi le soir pour discuter. Alors on était copains au début, et puis on est sortis ensemble et ça a duré 7 ans. Et puis durant 7 ans, j'ai changé. J'étais une jeune fille, lui était beaucoup plus âgé que moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, il m'a connue, j'avais 24 ans, il en avait 37. Ah oui, d'accord. Oui. Alors vous aussi, vous l'avez rencontré, donc on peut dire, même si c'était pendant un stage sur votre lieu de travail. Oui. Voilà. Non, mais c'est ça. Et vous avez continué de travailler ensemble? Non, parce qu'après, moi, vu que c'était un stage, j'ai continué donc mes études et j'étais plus amenée à entrer en contact avec lui professionnellement parlant. D'accord. Alors, donc il avait 37 ans. Quelle était sa vie à ce moment-là, quand vous le rencontrez? En fait, il était séparé depuis plusieurs années d'avec son ancienne compagne et puis il avait 2 enfants. Il les a toujours. Oui, bien sûr. Et comment ça s'est passé? Comment progressivement vous êtes installés ensemble? Vous avez vécu ensemble? Vous étiez chacun de votre côté? Non, en fait, pas du tout. C'est super atypique. C'est vraiment le contraire de ce que je voulais dans ma vie. Mais c'est ça qui était beau, quoi. C'est que pour moi, je me disais, je vais rentrer dans ma ville. On va vivre une petite histoire ensemble et puis ça va pas durer.
Résultat des courses, on s'est attachés, ça collait super bien. On est restés ensemble malgré la distance. On était à 200 km l'un de l'autre. Et il venait me voir, il faisait des efforts, il faisait tout pour qu'on puisse passer des moments ensemble. Et donc j'ai terminé mes études et pendant au moins 6 mois, j'étais en recherche d'emploi et donc je suis montée habiter avec lui. Mais c'était chez lui, c'était pas chez nous. Donc ça s'est super bien passé. Puis à un moment, je me suis mis des coups de pied aux fesses en me disant je peux trouver un boulot et m'assumer financièrement, quoi. Oui. Et donc par rapport à ça, j'ai cherché et puis je me suis dit là je me consacre au travail. Donc j'ai tout faire pour trouver un bon travail. Et il s'avère que ce travail s'est trouvé à 500 km de chez lui. D'accord. Donc j'ai fait le choix égoïste, voilà, de nous séparer, on va dire géographiquement parlant. Oui, tout à fait. Pour ça. Et du coup, on a eu une relation longue distance. C'est-à-dire que des fois, je montais, des fois il descendait, et ainsi de suite, sachant que moi, je privilégiais le fait de monter parce que je pouvais voir, du coup, les filles, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, et ça a tenu, globalement, je sais que c'est lui qui a fait beaucoup de sacrifices dans l'ensemble. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Laure ? Oui, pardon. Au début, oui, c'est lui qui a fait tous les sacrifices. Il m'a laissé partir. Oui. Il a cherché à muter dans ma région, dans ma nouvelle région. Il a fait beaucoup de démarches, sauf que moi, je me sentais pas capable d'assumer un choix comme ça, de le faire venir et de le séparer de ses filles pour moi, quoi. Vous êtes généreuse ? Non, c'est pas ça. C'est que la famille, c'est important et jamais je mettrai... Non, mais c'est bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Non, mais je suis très famille et puis voilà, je sais que rien ne comptera plus que la famille, quoi. Résultat des courses, j'ai raison, parce que voilà, je l'ai pas séparé des filles, on n'est plus ensemble et puis il continue sa vie, puis il n'a pas à regretter tous les choix qu'il a pu faire, quoi. Non, mais attendez, vous vous êtes séparés comment ? On s'est séparés, en fait, lui sentait que j'avais changé, moi je sentais qu'il me comprenait moins. Vous aviez changé, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour moi, avant, quand on s'est connus, j'étais vraiment innocente, j'étais encore étudiante, j'étais une jeune fille. Oui. Maintenant, je suis une femme, j'ai des goûts affirmés, je m'assume, je peux faire ma vie sans lui. Bon, je suis plutôt indépendante, mais voilà, et donc lui, je pense que durant toute notre relation, il a toujours cru que je menais une vie parallèle et que quand j'étais dans ma ville, que voilà, j'étais amenée à rencontrer d'autres personnes et que j'étais pas claire par rapport à lui, alors que moi, au contraire, je me suis retenue de me faire un lien social dans ma nouvelle ville parce que je savais que voilà, ça pouvait être risqué, que je pouvais être amenée à rencontrer d'autres personnes, me rapprocher d'eux, et ce que j'ai pas fait. Vraiment, j'ai gardé des distances, je pense que respectables, quoi. Oui, bien sûr. Bon, et quoi alors qu'il en soit, il s'avère que suite à des disputes répétées, malgré le fait qu'on habitait à 500 km, que quand on se voyait, c'était un jour c'était trop bien, on se retrouvait, c'était l'euphorie totale, et le lendemain c'était à nouveau les reproches. Les reproches de quel genre ? Des reproches du genre, moi quand je montais, j'avais envie de manger, il était minuit par exemple, parce que j'avais fait de la route. Bien sûr. Et que lui, de son côté, il était décalé, il avait passé une dure journée et qu'il voulait dormir. Voilà, c'est des choses... Pas bien grave en réalité. Pardon ? Pas très grave en réalité. Non, pas du tout, mais il y avait un problème de fond. Je pense que voilà, après, moi je me projetais, mais lui il m'attendait, donc ça faisait 7 ans, il m'attendait depuis bien longtemps pour qu'on puisse construire ensemble. Moi je lui disais que oui, j'étais tout à fait prête vers la fin, à avoir des enfants, à me poser, à la limite quitter mon travail pour monter, habiter avec lui. On avait visité des maisons ensemble. J'avais passé des entretiens professionnels dans sa ville pour envisager l'avenir là-bas. Et lui ne croyait pas. Il pensait que c'était encore des mots et des mots, voilà. Alors que moi, j'étais vraiment, je pense que j'étais mûre pour faire tous ces sacrifices. Et en même temps, je lui disais que j'allais faire ces sacrifices, mais j'attendais de lui qu'il me rassure, ce qu'il ne faisait pas du tout, au contraire. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous rassurez de quelle manière ?
me dire que je faisais pas, que je faisais bien de faire ce que je faisais, que vraiment il m'épaulerait si je me sentais seule, qu'il serait là pour moi, qu'enfin on pourrait vivre notre vie à nous, des choses. Oui, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il ne vous a pas prise au sérieux. Ah, on a perdu Laure. Dommage, parce que j'avais plein de choses à lui dire. C'est pas grave, on va la retrouver dans quelques instants. Laure, si vous nous entendez, rappelez-nous. Et tout de suite, nous allons accueillir Garance. Ah, Garance, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, je vous écoute. Oui. Voilà, j'écoute votre émission depuis 2007 et je vivais avec mon ex-compagnon depuis 18 ans déjà et moi j'ai rompu il y a 3 mois et alors que j'avais mon appartement depuis 2007 où je l'avais quitté définitivement parce qu'il avait rencontré quelqu'un. J'ai jamais été autant en psychiatrie depuis que je l'ai rencontré. Ah. Oui, ça a été quelqu'un de très comment vous dire, il m'a je dirais pas envoûté, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un avec lequel je ne prenais pas d'initiative. C'était toujours lui qui prenait des initiatives. Moi, j'étais là, je ne travaillais pas parce que je ne travaille pas depuis 94, depuis 93, pardon. Et donc voilà, je restais à la maison. On habitait, je peux pas vous dire l'endroit, mais c'est dans le sud-ouest. Oui. Et ses parents habitaient à 15 mètres de là. Ah. Oui, non, mais ça a été, c'était très, très... Ça, c'est un autre vaste sujet, la proximité des parents. Ah oui, non, mais en plus, il est fils unique. Ouh là là. Ouh là là, oui, il est fils unique et, comment vous dire, il a eu la polio à l'âge de 18 mois. Il est appareillé des 2 jambes. Et c'est quelqu'un, je veux dire, qui s'est toujours battu. Ouais. Il ne s'est jamais laissé abattre. C'est quelqu'un qui était marié quand je l'ai rencontré, qui avait déjà 5 enfants. Et quand je l'ai rencontré, je faisais du stop avec une amie et il nous a pris en stop et puis après, il a voulu me revoir. Et quand il me parlait de sa vie sociale, en fait, c'est quelqu'un qui a acheté une maison qui était vraiment le toit, tout. Il a tout refait, la maison. Il a élevé des chèvres. Après, ça a été une ferme auberge. Après, ça a été des chambres d'hôtes. Il y a eu également une ferme équestre. Tout ça, il a tout monté tout seul, quoi. Ouais, c'est... Et moi, quand je l'ai rencontré, qui me parlait de tout ça, mais je me suis dit, mais c'est trop ce qu'il fait, ce gars. J'ai été complètement, comment vous dire, je me suis dit, mais comment un homme comme ça, comment il a pu faire tout ce qu'il fait, quoi. Et je suis tombée sous le charme. Et nous avons eu une fille ensemble en 94. Oui. Et ensuite, ça s'est plutôt dégradé parce que j'ai fait une dépression post-partum. Après votre petite ? Après la petite. Il avait récupéré 2 de ses gamins qui avaient 10 et 9 ans parce que la maman ne s'en occupait vraiment plus. Donc vous étiez 3 ? Voilà, ça faisait 3. Et moi, je n'ai pas du tout assumé ces enfants. Je n'ai pas pu assumer ces enfants au moment où vous étiez mal. La petite, voilà. Et j'aurais souhaité, mais c'est avec le recul après, j'aurais souhaité qu'il ne s'occupe que de moi et de l'enfant. Oui. Vous le vouliez pour vous toute seule. Voilà, mais en même temps, il est papa poule, quoi. C'est quelqu'un qui
qui ne va pas abandonner comme ça ses enfants. Mhm. Et bon, ils ont grandi. Enfin, il y en a un notamment qui a grandi, qui est resté avec nous, et l'autre fille est repartie vivre avec sa mère. D'accord. Et voilà. Et comment vous dire, les relations ont été. Bon, je suis bipolaire, hein, effectivement, je suis bipolaire, mais à l'époque où je l'ai rencontré, on appelait ça une dépression. J'étais soignée pour dépression. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en France, la bipolarité, on en entend de parler depuis très très peu de temps, alors Non, qu'aux pas vraiment. États-Unis. Pas vraiment. Ça fait un petit moment maintenant. On sait très Ah bon bien ce que c'est que cette maladie. Oui, mais j'ai l'impression, surtout Garance, d'après ce que vous dites, si vous avez fait vous une dépression postpartum, j'ai l'impression qu'il y a eu des carences, malgré tout, dans votre vie, dans votre enfance et dans votre jeunesse. Parce que quand on a une dépression postpartum, c'est qu'on est confronté à un choc émotionnel tel que déclenché par l'accouchement, et c'est souvent en relation avec l'enfance et avec les relations qu'on a eues avec ses parents. Oui, parce que oui, j'ai eu des parents complètement. Donc en fait, vous lui avez aussi un peu demandé de vous prendre en charge au moment où vous accouchez. Il doit se substituer un peu au rôle des parents que vous n'avez pas connu. Hein, c'est pour moi, il souci. était mon père, il était ma mère, il était ma sœur, je me reposais totalement sur lui. Ouais, bien sûr. Pour moi, puis enfin, je veux dire, c'est un homme qui est responsable, quoi. Ouais. Qui vraiment est responsable de sa vie. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous soyez séparés ? Pardon ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez séparés ? C'est votre maladie, cette bipolarité ? Et oui, c'est la maladie, parce que comment vous dire, je crois qu'il n'acceptait plus du tout de vivre avec moi. Et je me retrouvais souvent en psychiatrie, quoi. Je vous dis, j'ai jamais fait autant de psychiatrie que depuis que je l'ai rencontré, quoi. Et on me dit, enfin, je veux dire, j'ai été aussi sous son emprise, c'est-à-dire que comment vous dire, c'est-à-dire que c'était un homme très fort, oui. Et quand on souffre de la maladie dont vous parlez, la bipolarité, on a des moments de grande fragilité. Peut-être qu'il n'a pas accepté ces moments de fragilité. Lui qui avait tellement lutté et qui avait tout à la force du poignet. Oui. Peut-être que c'est de cela. Il n'a pas compris en réalité la nature de votre maladie et que c'était une maladie. Oui. Vous l'aimez toujours ? Eh bien non. Ah. Et non, parce que j'ai rompu depuis 3 mois là, parce pendant 18 ans, il m'a fait vivre quand même des choses difficiles. Ouais. Comment vous dire, j'ose pas le dire le terme, mais parce que c'est assez, je sais pas, j'aime pas du tout ce terme, mais il a eu énormément de maîtresses, quoi. Ah, d'accord. Énormément de maîtresses, et la dernière en date, il avait rencontré dans le sud-ouest, enfin sur le bassin d'Ourtin, je crois. Oui. Et en fait, moi, je restais quand même avec lui. Oui, vous C'est-à-dire l'aimiez. que j'avais mon appartement, il avait sa maison, et elle était de Paris, il partait sur Paris 3 jours, et moi, je restais avec ma fille à son domicile, dans sa maison. Et puis, c'est masochiste de ma part. C'est-à-dire que je me disais, tiens, il est avec lui et tout, il est avec elle, pardon, et tout. Et voilà, il prend du bon temps. Et moi, je me dévalorisais, mais je me suis complètement dévalorisée. Et puis, comment vous dire, j'aurais voulu être à la place de l'autre, c'est-à-dire faire comme l'autre. C'est bizarre de faire comme l'autre, c'est-à-dire être avec lui, le voir par intermittence.
être, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, je suis pas la femme qu'il a envie de... Oui. Il a envie, quoi. Vous avez douté. Vous avez douté de vous et de la personne que vous étiez. Il vous a... Et tout le temps. Avec lui, tout le temps, quoi. C'était pas ça... C'était sa dernière maîtresse. Moi, je ne sais plus s'il en a d'autres, mais... Bon, je m'en fiche maintenant, mais... je veux dire, il a eu des maîtresses quand il était avec moi. Ouais. Effectivement, c'est quelquefois difficilement supportable. Vous étiez au courant, il vous en parlait, il ne s'en cachait pas? Oui. Oui. Il me parlait même de ses relations intimes. Ah oui, mais vous avez supporté? Eh bien, j'ai supporté pour pas le perdre, en fait. Ouais, vous y teniez. Je crois que j'étais tellement amoureuse de lui, parce que c'était... je sais pas vous dire, il était bon orateur, il avait beaucoup d'humour. Je crois qu'on s'entendait plus intellectuellement que physiquement, en fait. Ouais. Et puis c'était quelqu'un qui était demandeur, quand même. Ouais. Et il y a 3 mois, vous avez décidé que c'était trop. Oui, vraiment trop, parce que en fait, il venait me voir chez moi parce que il en avait, parce que j'étais, c'est ce qu'on m'a dit un peu, c'est vulgaire à dire, mais c'est un peu c'est un peu, j'étais le bouche-trou. Vous vous êtes vécu comme ça, c'est un rôle difficile. C'est pas, effectivement, c'est pas une vision très valorisante de vous que vous donnez là. Non, du tout. Donc non, du tout. Non. Ouais, vous avez un regard très cruel sur vous. Oui. Ouais, je crois que c'est ça surtout le souci. Vous l'avez pas bien vécu. Peut-être que effectivement vous êtes trop rentré dedans, comme vous dites, par peur de le perdre, et puis parce que on sent bien dans ce que vous racontez qu'il vous a fasciné et que vous étiez, on pourrait dire un peu sous son emprise. Oui, totalement. Ouais. Alors comment vous avez réussi à vous en échapper? Il employait des stratégies pour que je lui avance de l'argent. Et en fait, je me suis aperçue que je lui avais envoyé un mandat d'une certaine somme. Et en fait, bien avant, il m'avait préparé en me disant... Bon, c'était quelqu'un aussi de libertin. Ouais, d'accord. Chose que moi, j'ai accepté alors que j'en avais vraiment pas envie. Mm-hmm. Il y a des choses que j'ai acceptées qui étaient inacceptables. Oui, je crois qu'effectivement, là, on arrive au cœur du problème aussi, parce que c'est tout un mode de vie. Je crois que vous avez bien fait de partir. Ça va vous permettre, vous, de vous regarder autrement. Parce que vous sortez très amoindri de cette relation. Et que vous avez fait le bon choix. Je ne vous entends plus? Oui, non, mais je réfléchis, oui. Je crois que vous avez fait le bon choix parce que, au fond, d'après ce que vous êtes en train de me dire, vous étiez en train de vivre dans un contraire de vos convictions. Oui, voilà, c'est ça. Hein? Et on ne peut pas vivre éternellement comme ça. Alors vous l'avez payé cher parce que effectivement ça n'aide pas, vous êtes fragile, comme vous dites, séjour dans des institutions psychiatriques, mais aussi provoqué sûrement par l'environnement et puis par ce qu'on vous donnait à vivre. Oui, moi je crois que c'est surtout ça. Vous allez vous récupérer un petit peu. La solitude, je crois que c'est absolument très important pour vous là maintenant d'observer en tout cas un moment de solitude pour vous retrouver. Un moment de solitude, je veux dire affective, ça ne veut pas dire qu'il faille vous couper de vos amis ou de votre famille. Je n'ai pas d'amis. Ouais, il vous a coupé de beaucoup de monde. Ah oui, complètement. Alors que quand j'habitais Paris, j'avais des amis, quoi. Ouais. Je me suis retrouvée avec lui, j'avais plus du tout d'amis. Je ne sortais pas, c'était la campagne. Il avait toujours besoin de sa voiture. Je veux dire, on allait chez le gynécologue, il venait avec moi. Oui, il était avec vous complètement. Vous étiez complètement, mais en même temps. Vous étiez à lui. Voilà, c'est ça. Et il est tombé sur cette femme qu'il avait rencontrée, qui habitait Paris, mais qu'il avait rencontrée dans le sud-ouest, voilà. Et ça a été le contraire complètement. Lui-même est devenu
lui-même est devenu, avec cette femme, complètement soumis. Oui, mais bon, j'imagine que c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. En même temps, vous avez vu, vous l'avez dit, il avait le besoin de vous raconter ses relations intimes. Je pense que c'est quelqu'un de très complexe, qui avait besoin de vous posséder, besoin en même temps de vous raconter, parce que sans cela, ça aurait été pour lui beaucoup moins intéressant. C'est difficile à vivre tout ça. Je crois que vous avez choisi la bonne issue, celle de partir. Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse. Vous avez fait le bon choix. Vous savez, vous disiez, mes amis, je les ai perdus. C'est peut-être le moment d'essayer de les retrouver. Ça se retrouve, des amis. De renouer le contact. J'ai peur maintenant j'ai vraiment peur. Ouais. Je me méfie en fait de tout le monde. Oui, on comprend. Je deviens méfiante. Même vis-à-vis des hommes, j'ai 52 ans, je me dis ça va être difficile. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que quand j'étais avec lui, je mangeais, je comblais quelque chose. Oui, bien sûr. Donc j'ai fait jusqu'à 75 kilos. Oh là. Oui, pour 1m53. Donc voilà, quand j'étais devant le canapé à regarder la télé, parce que monsieur partait, parce que il n'était pas là, parce que, enfin bref, quand il me revenait, il me dit oui, tu fais du gras, t'es toujours sur ton canapé. Ouais. Voilà, donc. Très sympa. Oui, c'est ça. Écoutez, je pense que c'était une question de survie, d'une certaine manière. Vous avez vraiment vécu le contraire de ce que vous aviez envie de vivre. Tout à fait. Alors, c'est normal que vous sortiez meurtri et traumatisé d'une relation pareille. Il va vous falloir un petit peu de temps, peut-être que vous pourriez vous faire aider. J'imagine que c'est déjà le cas, surtout si vous avez été... Oui, non, mais je me fais aider. Je vois une psychologue. Je me fais c'est bien, il faut pas... par un psychiatre. Ouais. Mais c'est vrai, moi je trouve... Enfin, oui. Même si, je veux dire, j'ai eu un parcours très chaotique, c'est dur. Parce que je vois plus ma fille non plus. Très chaotique au niveau de la relation avec mon père et ma mère, que comment vous dire, que maintenant, avec ce que lui m'a fait vivre, je me dis, j'ai un corps qui a été abîmé, bien sûr, le fait de grossir, de maigrir, de grossir, de maigrir, et je me vois pas du tout rencontrer quelqu'un, faire l'amour avec quelqu'un. Non, mais il s'agit pas de cela tout de suite. Vous êtes, je dirais que vous êtes parti après une relation longue, une relation de 18 ans. Vous avez réussi à partir, vous avez réussi à vous sauver. Je ne crois pas que la solution ce soit immédiatement de vous jeter à corps perdu dans une autre histoire. C'est pas le problème là tout de suite. Le problème maintenant, c'est de vous récupérer et de retrouver une bonne santé physique et psychique. Ça passe par là. Ça va prendre quelques temps, quelques mois, je pense. Après seulement, éventuellement, on pourra voir et vous serez certainement moins meurtri quand vous aurez récupéré des forces. Oui. Mais dans un premier temps, vous avez quand même été diminué. Voilà, diminuer, il faut vous retaper. Écoutez, Garance, je vous souhaite vraiment bon courage. Vous nous livrez un témoignage assez bouleversant de ce que peut être une relation d'emprise. Mais finalement, vous êtes aussi la preuve qu'on s'en sort, qu'on en vient à bout. Oui. Bravo, merci. Merci. Au revoir. Merci, Caroline, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ensemble jusqu'à 1h, c'est notre libre antenne 39 21, notre numéro d'appel.
Alors on avance dans la nuit, mais on a du temps devant nous pour se confier, se raconter et puis décharger aussi un peu son paquet s'il est trop lourd. Voilà, on échange, on confronte nos points de vue sur les sujets qui vous touchent ou vous affectent particulièrement. C'est vrai qu'à deux, on réfléchit souvent mieux que tout seul. Donc rejoignez-nous si vous sentez que vous pataugez un peu et on débrouille tout ça ensemble. 3921 notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi réagir, intervenir par SMS en composant d'abord le mot nuit, puis vous envoyez votre message et vous faites le numéro 7 39 21. Enfin, vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Alors on a récupéré Laure qui nous avait raconté en partie son histoire, c'est-à-dire que vous êtes là, Laure ? Oui. Bon, alors vous étiez donc avec un homme depuis 7 ans, vous l'avez rencontré lorsque vous étiez étudiante, et puis vous avez rompu et cela fait maintenant 7 mois que vous êtes séparés, on va dire pour des raisons géographiques, mais pas seulement. Moi je voudrais qu'on revienne sur le « mais pas seulement », si vous êtes d'accord. Oui. Tout à l'heure vous parliez d'un problème de fond, mais quel problème de fond ? En fait, j'avais l'impression qu'on était en décalage l'un et l'autre sur nos attentes, que finalement il m'a tellement attendue que quand moi j'étais prête au même moment que lui il y a quelques années, eh bien il y croyait plus et que du coup moi ce que je lui reprochais c'est que au moment un tout petit peu plus fort. Oui, pardon. Là vous m'entendez mieux ? Oui. C'est qu'au moment en fait où j'ai voulu donc faire la démarche de me rapprocher de lui et de pouvoir construire, c'est-à-dire acheter une maison en commun et peut-être aussi d'agrandir la famille, j'attendais un soutien de sa part, qu'il me rassure, qu'il me montre que je prenais la bonne décision plutôt, et rien du tout de son côté. Vous savez l'impression que ça me donne ? Non. J'ai le sentiment que vous ne vous êtes pas fait confiance l'un à l'autre à ce moment-là précis. Lui ne vous a pas donné ce sentiment de sécurité qui a fait que vous vous êtes dit bon ça y est, j'y vais, je fais le grand saut, c'est lui, oui. Je déménage et je fais tout. Et voilà, et lui a pensé, ne vous a pas suffisamment pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il a pensé que peut-être tout ce que vous pouviez lui dire, c'était pas suffisamment convaincant, que vous n'étiez pas assez peut-être offensif dans votre démarche de recherche de travail, et que vous disiez ça peut-être pour le faire patienter ou quelque chose de cet ordre. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement fini, et pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous avez toujours des relations, des contacts avec lui ? Non, en fait, non. Non. Mais, par contre, j'ai toujours des contacts avec les filles. Oui. Que je vois d'ici 15 jours, qui vont descendre, elles vont dans leur famille, et puis elles vont passer me voir. Oui. Et lui, plus du tout ? Non, plus aucun contact. En gros, ça s'est fini. C'était un tacite accord. Qui a pris l'initiative ? Et là, sur cette dernière fois, c'est lui qui m'a dit on arrête. On arrête. Il vous a dit pourquoi ? C'est ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il m'a dit en fait qu'il ne savait plus où il en était, qu'il était très mal et qu'il préfère arrêter que je l'attende pas. Ouais. Et voilà, c'était assez mélangé de son côté. Et puis donc moi, je pense que c'est moi qui lui ai fait beaucoup de mal aussi. J'essaie de le quitter plusieurs fois. J'ai pas été très très mature à ce niveau-là. Et donc il en a eu marre par rapport à mes scènes répétées et il m'a dit bon stop. Ouais, mais vous n'avez pas eu de vraies conversations sur les motifs de la rupture où il vous les a donnés ? Pas sur cette dernière rupture, mais c'est suite vraiment à des scènes continuelles qu'on avait l'un et l'autre sur ce que attendait chacun. Lui, il me reprochait ça, moi je lui reprochais autre chose, et on n'avançait pas en fait. C'était vraiment, c'était très très lourd. Ouais. Très tendu et c'était infernal. Ouais, c'est pas mal en fait cette séparation de quelques mois. Et si vous risquiez le tout pour le tout, que vous l'appeliez et que vous ayez avec lui une vraie conversation, vous ne croyez pas que ça vous aiderait ?
Et il est, enfin, par rapport à la première discussion que vous aviez avec Iman, je crois. En fait, chez les hommes, bon, ils n'aiment pas trop discuter. Hein. Enfin, Oui, eux, mais là, peut-être que c'est vous qui pourriez parler en lui disant, voilà, on est séparés depuis plusieurs mois, je n'arrive pas à t'oublier, tu es toujours là avec moi, ce qui veut dire que je tiens à toi. Je tiens à toi vraiment, et que voilà, je n'ai peut-être pas compris que tu m'attendais, j'ai douté, j'ai peut-être pas donné suffisamment d'élan, suffisamment de preuves, et peut-être que toi de ton côté tu ne m'as pas assez sécurisé pour que je me dise ça y est, on y va. Mais j'ai envie de le faire. J'ai déjà fait ça, enfin, sur une de nos nombreuses séparations, on va dire. Là, ça n'a jamais été aussi long. Je lui dis ça, enfin, je lui ai parlé, j'ai fait un pas de son côté. Je lui ai dit que j'étais prête à faire des efforts par rapport à l'amour que je lui portais. Enfin, ça, il le sait, et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et en plus, je me dis qu'avec du recul, hein, au bout de 7 mois de recul, je me dis que même si je tiens à lui, je pense que ma vie, enfin, je pourrais être heureuse que sans lui. Ah bon? Oui, enfin, c'est vraiment très étrange. Hein. Enfin, j'ai encore mon cœur qui bat, hein, rien que de penser à lui, mais je sais que c'est pas avec lui que je pourrais être heureuse, parce qu'avec lui, même là en étant séparée depuis 7 mois, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse qu'avec lui. Vous étiez angoissée avec lui, vous étiez anxieuse? Toujours énervée, toujours à lui reprocher des choses. Enfin, j'étais une vraie harpie. je le sais, et puis il avait raison, mais je pouvais pas m'en empêcher, parce que, en fait, pour moi, c'était une façon de lui montrer que je l'aimais. Qu'est-ce qui vous énervait? Vous aviez besoin de preuves d'amour? Voilà, qu'il me montre qu'il m'aime, parce que c'est pas quelqu'un de démonstratif. Bon, je sais qu'il m'a aimé comme jamais. Bah oui, parce que il vous a donné des preuves quand même. Il a fait beaucoup de déplacements, il est venu vers vous, il vous a accueilli chez lui. Vous n'avez pas envie de faire une dernière tentative? Honnêtement, je me suis donné toutes les chances qu'on pouvait avoir en 7 ans pour... Enfin, peut-être pas toutes les chances, hein, la preuve. Oui. Mais moi, je suis épuisée. Je pense que dans cette relation, ça m'a usée prématurément. Bon, je l'aime toujours, c'est clair, mais je me dis que c'est avec du temps, on peut pas oublier ces temps comme ça. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. On peut pas mettre une croix sur ces temps qui ont été aussi intenses et qui ont autant compté. Il compte encore, oui, parce on s'est construit ensemble. Oui, bien sûr. J'ai l'impression d'avoir été mariée, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Écoutez, réfléchissez bien. Effectivement, faites un point, c'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous êtes plus sereine et plus détendue depuis que vous n'êtes plus avec lui. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est une période de repos qui vient à la suite de scènes, de disputes fréquentes, et que vous aviez besoin, vous, de ce souffle pour récupérer. Maintenant, si vous l'aimez toujours et que vous avez envie de tenter une dernière fois, surtout ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas, parce que comme ça, vous n'aurez pas de regrets et vous aurez le sentiment d'être allé jusqu'au bout du bout. Oui. Ouais, parce que vous avez l'impression que on n'est pas complètement au bout de notre histoire. Non, pas complètement. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'inachevé. Vous voyez, vous vous êtes quittés, il vous a dit bon, on arrête, vous avez dit oui. Un peu comme si vous étiez l'un et l'autre épuisés, fatigués. Un temps de cette période de doute et d'anxiété. J'y vais, je n'y vais pas. Est-ce que tu me rassures? Non, tu me rassures pas. Donne-moi des preuves, je te les donne pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment où, effectivement, ça peut émousser. Et vous vous êtes séparés. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, c'est que je me sens pas de vivre ma vie avec un homme plus âgé que moi, beaucoup plus, de faire des enfants, enfin, avec un homme. Enfin, c'est un papa génial, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas du tout ma conception de la vie familiale. Bon, d'accord. Bah, écoutez, j'imagine que vous y avez réfléchi. Ah oui. Ouais. Faites le point encore. Interrogez-vous, parce que il y a beaucoup d'intensité quand même dans ce que vous dites. Hein, votre cœur qui bat dès que vous y pensez. Oui. Non, mais je suis trop. Non, oui, parce que je suis trop sentimentale. Mais pour moi, en fait, finalement, je me rends compte avec du recul que l'amour ne fait pas tout. L'amour ne rend pas heureux, et c'est là où ça me.
Ben, l'amour fait beaucoup déjà, parce que par amour, il ne s'agit pas de renoncer à soi, à la personne que vous êtes, à ce qui vous fait vibrer. Mais apparemment, cet homme-là vous a fait vibrer malgré la distance, malgré la différence d'âge, malgré tout un tas d'obstacles finalement que vous aviez tous les deux entre vous. Donc voilà, maintenant si vous me dites c'est pas la même conception, effectivement c'est important de se rejoindre aussi sur des centres d'intérêt, des conceptions communes, des valeurs communes. Voilà, et vous seul savez si vous les partagez ou pas. Bon, et alors si vous avez, vous, l'impression que ça y est, c'est terminé, que la boucle est bouclée, effectivement, il vous reste à affronter, mon Dieu, le moment qui suit une séparation et qui est toujours un moment douloureux. 7 mois, ça fait pas très longtemps, surtout quand on a vécu avec, ça dans le cœur et dans la tête en permanence. Et vous avez raison de vous étourdir un peu avec des gens qui peuvent vous aider à vous le sortir de la tête et à penser à autre chose. Et sainement surtout. Et sainement surtout. Oui, et sainement, voilà. Et puis si vous vous dites que, mon Dieu, ma foi, vous avez envie de risquer une dernière fois le tout pour le tout, n'hésitez pas à l'appeler. N'hésitez pas à l'appeler, comme ça vous en aurez définitivement le cœur net. Et c'est comme ça que vous pourrez passer à autre chose aussi. Merci Laure de nous avoir appelés, merci de votre confiance. Bonne nuit. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Et nous allons accueillir notre premier homme de la soirée, François. Bonsoir François. Bonsoir Caroline. Curieur. Ben voilà. On va essayer d'être enfin, et quelle responsabilité en même temps, oui, attention. En plus. Bon, on n'est pas dans la performance, ne vous inquiétez pas. C'est pas la première fois que j'essaie de vous joindre. Il y a à peu près un an et demi, j'avais essayé de vous joindre et j'avais pas réussi à vous avoir. C'était pas vous, c'était notre personne. Eh bien voilà, nous y sommes. Donc voilà. Si je vais commencer par le début, j'ai 51 ans. Oui. J'ai 3 filles. Alors, je vais dire 2 déclarées et 1 pas déclarée. Ah, ça veut dire quoi, ça? Je vais vous expliquer. À 20 ans, j'ai connu une femme mariée qui avait 11 ans de plus que moi. Et on a eu une relation passionnelle qui a fait que à 20 ans, j'étais un heureux papa. À 20 ans, c'est beau. À 20 ans, bon. Pour des raisons X ou Y, cette femme était mariée, bien sûr. Ça complique la chose. Donc, je n'étais pas le père administratif, j'étais le père biologique. D'accord. Bon, cette relation a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, donc, je me suis séparé de cette femme et j'ai voulu avoir une vie, entre guillemets, standard. Oui, donc vous avez 30 ans. J'ai 30 ans. Non, à ce moment-là, vous avez 30 ans. D'accord. À ce moment-là, j'ai 30 ans et premier constat, je m'aperçois que mes 20-30 ans ont été perdus. Dans le sens que j'étais à 100% et à 1000% dans la relation avec cette femme et à 1000% et à 100% et à 1000% dans l'occupation de ma fille. Je suis beaucoup investi dans la relation parce que j'ai toujours assumé mes choix. Donc, oui, ça c'est pas ce que j'appellerais perdu. Aimer, ça n'est jamais, ça n'est jamais du temps de perdu. D'accord, mais bon, j'étais homme en 20-30 ans. Il y a beaucoup de gens quand aux 20-30 ans, ils font des expériences, ils font des choses que moi j'ai pas pu faire parce que dès 20 ans, j'étais papa et j'ai travaillé. Donc je dirais que j'ai pas vécu ma jeunesse. D'accord. Bon. Donc 30 ans, grande liberté, je récupère ma liberté, je rencontre une femme et je m'investis dans la relation pour avoir entre guillemets une relation standard. Donc elle est pas mariée, elle est célibataire, un écart d'âge très très restreint, donc je m'en investis dans cette relation et cette relation aboutit sur 2 filles un écart de 3 ans entre les 2 filles. Bon, un mariage standard. Je suis d'origine du Nord, je m'installe sur Paris, on vit 10 ans. Mais 10 ans, je dirais 10 ans comment dire ça, 10 ans à m'investir dans la relation, à essayer de trouver le bonheur, en
comptant toujours sur moi pour rendre tout le monde heureux. Bon. D'accord. Ma femme travaillait sur Paris, elle a voulu changer de vie, changer de métier, et comme on était d'origine du Nord, on a décidé, elle a voulu rentrer dans le Nord pour changer de métier. Donc j'ai dit ok, on va faire ça, et donc nous avons déménagé dans le Nord, ma femme et mes enfants, et moi je suis resté à Paris pour mon travail. Sachant que j'ai un travail où je me déplace beaucoup, Oui. et je me suis dit, tant qu'à faire, je n'aurais pas de différence. Bon, la seule différence, c'est que du fait de dans cette configuration-là, j'étais toujours en déplacement. Je partais le lundi matin et je rentrais vendredi soir, et mes enfants me voyaient que le week-end. D'accord. Bon. Donc, comme mes enfants ont habitués à ce mode de vie-là. Bon, au bout de 12 ans de mariage, donc j'approche mes 40 ans, et ça commençait pas très bien à aller dans le couple. J'étais toujours en sens unique. J'aspirais à avoir du retour, entre guillemets. Oui, il n'y avait pas de réciprocité? Dans le déménagement de Paris vers le Nord, je me suis investi j'ai investi, j'ai fait sacrifice parce que j'étais toujours en déplacement. En fin de compte, je partais lundi matin et je rentrais le vendredi. Et quand je rentrais le vendredi, je me sentais une pièce rapportée, si vous voulez. Oui. Étranger? Étranger, que je sois là ou pas là, hormis mes enfants, bien sûr. Hein. Oui. Hormis l'amour de mes enfants qui a pas changé, ça. J'étais une pièce rapportée. Bon. Et j'avais espéré qu'à mes 40 ans, il y ait quelque chose qui se passe pour renouer, pour relancer notre amour que j'avais pour ma femme, d'accord. Et à 40 ans, ça a été là. Bon, en résumé, mes 40 ans sont finis tout seul dans un restaurant entre un steak frites et une bière. Voilà, ça c'est mes 40 ans. Ah oui, c'est pas gai ça. C'est pas gai du tout. Donc ça a goût de fait déborder le vase, et la relation a commencé à être à se diéter. Et à un moment donné, si je peux, je crois avoir tout fait pour que ça fonctionne, mon couple. Et dans ma tête, j'ai senti que j'avais fait le tour. Ouais. Et que maintenant, il faut divorcer parce que j'ai fait le tour, ça ne change pas. Et j'ai demandé le divorce en 2002, dans les vacances. Je me rappelle de la scène. Je rentre dans la piscine où elle était et je ressors. Je vais demander le divorce. Bon, en pensant lui faire un électrochoc. Oui. Et en fin de compte, ça n'a pas du tout fait un électrochoc. Ça fait un électrochoc dans le sens qu'elle n'a pas apprécié. Elle a été piquée au vif. Je crois avec le recul maintenant. Elle a été piquée au vif et elle n'a pas supporté que je lui demande le divorce. Bon. Ouais, une blessure d'amour-propre. Voilà. Bon. Donc la procédure se met en place, procédure à l'origine à l'amiable, consentement mutuel, et on part comme ça, on se fixe tout ce qu'il faut, la pension alimentaire, patati patata. Bon, et entre-temps, dans la procédure, au début elle voulait rien, elle va voir son avocat, elle ressort de chez son avocat, elle me réclame une prestation compensatoire. Soit. Bon. C'est la vie des couples mariés avec des écarts de revenus, c'est tout à fait normal. Bon. Donc la procédure se met en route et tout d'un coup, elle m'annonce qu'elle est enceinte d'une nouvelle personne qui sera maintenant son futur mari. Et de sachant ça, moi je dis ok pour les procédures de divorce, mais après ça sera compensatoire, j'estime ne pas devoir la payer. Donc du jour au lendemain, sachant ça, c'était la guerre. C'était la guerre. Elle a passé son temps à monter mes enfants contre moi. Ma procédure n'était plus du tout à l'amiable, ça s'est fini, procédure pour faute, ça a duré entre 2003, 5 ou 6 ans de procédure, et j'ai eu gain de cause. Bon, j'ai pas eu, c'est le divorce pour faute. Donc on est reparti dans un système train-train des papas divorcés, hein. On a le droit de garde, un week-end sur 2. Bon, moi j'avais le 2e et le 4e week-end de chaque mois, et j'avais une pension alimentaire à payer. Je fais une petite parenthèse, 99% des papas divorcés, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est payer leur pension alimentaire et prendre les enfants en temps en heure. À part ça,
Je ferme la parenthèse. À part ça, s'ils font pas ça, ils ont des problèmes. Bon, bref, je rentre dans le cycle des pères divorcés, donc qui fait que ça se complique un peu parce que je continue à travailler à Paris, mes enfants sont dans le Nord, et entre-temps, je connais une nouvelle femme qui habite Dax, dans le sud de la France. Donc, c'est-à-dire que vous êêtes à l'opposé, là. Voilà, Vous aussi, vous avez des soucis géographiques. Hein. Non, pour moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai écouté les personnes avant moi. Moi, ça n'a jamais posé de problème. Moi. Oui, parce que vous vous déplacez beaucoup, j'ai entendu. Oui. Pour moi, tout est au bout de la rue, donc il n'y a pas de problème. Ça n'a jamais été un frein. J'ai toujours... ma vie est basée sur ce que je ressens. Je ressens quelque chose pour quelqu'un, je sais faire, du jour au lendemain, je sais faire 1000 kilomètres pour aller la voir, et après rentrer autrement. Bon, j'ai vécu ça pas longtemps. Hein. Donc là, vous avez une nouvelle femme. Voilà, nouvelle femme. Bon, on se met en place, on achète une maison en commun, on part pour une vie commune, patatrac. Une de mes filles m'appelle un jeudi soir, il y a maintenant 2 ans. Papa, viens me chercher, ça va plus du tout chez maman, je veux plus vivre avec elle, viens me chercher. Parce qu'entre-temps, j'avais été mes enfants, s'il y a le moindre problème. Bien sûr, tout à fait. Si vous sentez, entre guillemets, en danger, vous m'appelez, moi je vais vous chercher. Donc j'ai fait un Lille-Paris, un Paris-Lille jeudi soir, je devais en récupérer une. Et en arrivant dans le domicile où j'ai mes enfants, j'ai retrouvé, et ça c'est véridique, mes enfants, les 2 enfants que j'ai, sur le trottoir avec leur valise. D'accord. Donc j'ai dit, il y avait une qui me demandait de partir, et de ce fait que la première partait, la seconde, la plus petite, elle ne voulait pas non plus être séparée de sa sœur. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'elle voulait rester. Ah. Ma jeune fille, c'est sa mère qui a foutu la porte. Ah, carrément. Bon, d'accord. Carrément. Bon, donc vous récupérez les 2. Récupérer les 2. Bon, donc en fin d'année scolaire, la première était en première, donc elle passait son bac français. J'ai réussi à la caser chez une amie. Et la petite, j'ai pris sous bras et j'ai descendu avec moi à Dax. Bon. Et ça, après, il y a eu péripéties avec les flics. Bon, bref. Je me suis trouvé maintenant à m'occuper de 2 enfants, avec une mère qui ne veut plus du tout s'en occuper. Bon. Donc, j'ai la chance d'avoir eu un patron qui m'a dit, OK, dans ce cas de figure-là, je t'autorise à y travailler là où tu vis. Donc, j'ai fait du travail en informatique, je fais du télétravail. Donc, j'ai pu me baser près de mon domicile. Et pour ça, j'ai pu assumer la petite fille, parce que la grande était restée dans le Nord, parce que elle a fait son bac et après elle est en fac de droit. Donc, d'accord. Entre-temps, la grande a renoué des relations avec sa mère, et la petite, plus du tout. Bon. La petite, pendant 1 an, 6 mois, elle a demandé quelque chose de sa mère. Bon, rien du tout. Donc, bref, au bout de 2 ans de vie comme ça, j'ai une ado qui est complètement déstabilisée, sa mère la rejette, elle a un comportement irascible, en plus couplé avec une crise d'adolescence. Tout à fait. Et moi, je me trouve avec une femme qui est intelligente dans le sens qu'elle me posera jamais la question c'est toi ou mes enfants, c'est mes enfants ou toi. Là, d'un commun accord, sans dire, je sais très bien qu'elle me tirera jamais la question, mais vivant comme ça, c'est très très difficile. Oui, bien sûr. Alors, la femme avec laquelle vous vivez actuellement a des enfants elle-même ? Oui, mais elle a une grande fille qui a 20 ans, qui a à peu près qui a 20 ans, qui vit sa vie, qui a un travail, qui n'est plus à la maison. D'accord. Qui n'est plus à la maison. Bon. Donc, il y a un conflit entre la petite et la grande parce que la petite ne voit plus sa mère et la grande revoit sa mère. Donc, il y a une jalousie entre les sœurs. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil, François ? Je vous entends mieux. Oui, voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Donc, j'ai une situation où c'est très 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 tendu parce que c'est invivable. Depuis 2 ans, c'est invivable. Parce que moi, je suis coincé entre ma femme et mes enfants. Je peux pas, je me refuse à choisir. Parce que on peut très bien dire, les enfants, tant pis, je vis avec ma femme, mes enfants, non. Mais choisir quoi ? On ne choisit pas. Mon ex-femme a choisi. Mon ex-femme a choisi son mari à la place de sa fille. Donc moi,
Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre un tout petit peu. Donc, votre fille aînée, elle est restée dans le Nord, elle est restée à Lille, c'est ça ? Oui, elle fait ses études de droit. Elle fait ses études de droit. Donc, si elle est restée à Lille et que vous habitez dans le Sud, elle n'habite pas avec vous. Non, on n'habite pas avec moi. Bon, la petite, en revanche, qui a quel âge ? Elle va avoir 16 ans au mois de septembre. Bon, Donc, celle-ci est avec vous. Oui. Bon, alors qu'est-ce qui vous pose problème dans cette situation ? Est-ce que la petite ne s'entend pas avec votre femme actuelle ? Elle s'entend pas là où elle vit. Dans le sens que elle est, ça va pas, à la maison, ça va pas du tout. Bon, ça va pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle a un comportement qui va pas du tout. Elle est constamment, comment dire ça, comment expliquer ça. Elle est tout le temps en train de, à se quereller. Bon, la première année, on l'a mis à l'école externat, elle faisait rien à l'école. L'année suivante, on l'a mis en internat, pensant que ça y est, ça arrangeait. Bon, elle est en conflit, si vous voulez. Bien sûr. Elle trouve que c'est injuste. Elle a l'impression d'être rejetée de partout. Oui, parce que moi, au début, je pensais qu'elle voulait venir. En fin de compte, elle a été foutue à la porte. Elle voulait pas venir chez son père, chez moi. Depuis à l'origine, hein. Donc, elle s'est trouvée dans une situation où sa mère l'a foutue dehors. Vous n'avez pas eu le choix, surtout. Non, j'ai pas eu le choix. Moi. Et elle non plus. Ouais. Elle non plus. Donc, et là, le problème, c'est que je suis complètement omnibilé par ça. Je pense qu'à ça. Ça perturbe ma vie d'homme avec ma femme. Je baisse pas les bras. Hein. Non. J'ai été voir, je sais pas si vous connaissez les CNPP. Oui, tout à fait, c'est bien, c'est bien. Oui, sauf que c'est bien quand l'enfant veut y être, veut y aller. Ma fille, au début, elle est, après, elle y est plus parce que ça l'intéressait plus. Oui, mais il faut y aller avec elle. Avec elle, le CMPP l'accepte pas. Donc, bref, on a changé de fusil d'épaule. Là, on est dans ma fille a dit, je veux quitter la maison, je veux aller vivre en foyer. Bon, donc c'est une demande de ma fille. On a vite écarté le foyer parce que ça répondait pas du tout à son besoin, et on s'est rapproché de l'ASE, qui, avec une assistante sociale, nous a orienté vers un placement en famille d'accueil. Ouais. Donc effectivement, je pense que vous avez affaire à une adolescente qui est très conflictuelle, comme le sont toutes les adolescentes. Alors, bon, elle a été rejetée par sa mère. Elle ne se sent peut-être pas complètement acceptée par vous, non pas par vous, mais peut-être par votre nouvelle femme. Pas dans le sens où votre nouvelle femme ne veut pas d'elle, mais c'est-à-dire que il y a l'aspect maternel qui entre en compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle lui en veut à la fois de ne pas être sa mère, mais d'être avec vous. Sa mère, elle n'en veut pas. Et je dirais que c'est pas simple. C'est pas simple. Non, c'est pas simple pour vous, mais à aucun prix vous ne devez lâcher, parce que le plus important pour cette petite, c'est de sentir qu'on veut bien d'elle quelque part. Quoi qu'elle fasse, elle va vous faire les 400 coups, claquer la porte, ne pas être très bien élevée, dire, enfin vous voyez tout ce que. Mais c'est une adolescente, elle est petite, 16 ans c'est encore tout petit. Elle a vécu déjà des choses où, mon Dieu, sa mère ne veut plus d'elle. Elle s'est retrouvée devant la porte avec sa valise. Vous l'avez dit, c'est une sacrée image, ça. Oui, pour moi aussi. Et je crois qu'il faut pas baisser les bras. Baisser les bras. Je suis pas du tout dans le baissage, mais je baisse pas les bras. Alors, je vais vous dire, c'est compliqué d'être un parent. C'est compliqué d'être le père. Toutes les situations sont pas idylliques. Mais à la minute où on a fait un enfant, malgré tout, voilà. Je crois pas que c'est difficile. C'est pas tellement ça. Moi, dans mon cas, j'ai peur, dans le sens que j'ai des tonnes d'amour à donner à mes enfants, il n'y a aucun problème. C'est un puits sans fond, un puits sans fond. Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, à différence de la grande qui est partie maintenant vivre sa vie de droit, entre guillemets, je peux que l'accompagner. Parce que moi je crois ça, les parents doivent accompagner les enfants. Tout à fait. Dans la vie d'adulte. Vous avez peur que votre femme actuelle ne perde patience? Non, parce que je n'aurais pas le choix. Si ma femme actuelle me dit c'est plus possible, je m'en vais, je dis voilà. Voilà. Non, ce que j'ai peur, c'est que là, je trouve que je suis arrivé à. On a tout essayé depuis 2 ans, que ce soit de mon côté, que ce soit de côté de ma femme, d'accueillir ma fille dans l'environnement le plus
le plus amoureux, Mm. où l'amour règne, où Oui. ça se passe bien à la maison. Bon, alors on a essayé de faire Tout. cool, on a essayé de faire conflictuel, on a essayé de faire bon, ça marche pas. Bon, c'est dommage à dire, mais je crois que j'en suis à un point où je me demande si le fait de la retirer de là où elle vit, ça peut être mieux pour elle. Et elle vivrait où? En famille d'accueil. En famille d'accueil? Oui. Pourquoi pas? C'est à voir avec elle. Vous n'avez pas tout à fait tort, bien sûr. Elle le demande ou pas? Oui, elle demande. Hein, alors il faut qu'elle essaye. Je vais vous dire, je sais que c'est très compliqué, que c'est un choix, mais de temps en temps, l'intervention d'un tiers peut faire du bien dans une situation qui est comme ça, inextricable. Et puis, c'est pas forcément définitif. Peut-être qu'elle va faire 3 à 6 mois dans cette famille d'accueil pour se rendre compte que, au fond, elle était très très bien chez vous. Si ça n'est pas sa demande, surtout vous ne le faites pas. Si c'est elle qui le demande, c'est elle qui demande. En plus, pourquoi pas? en plus, bon, j'ai très bien un rapport avec l'assistante sociale, qui est une femme formidable à mon sens, qui est d'accord avec moi. Pourquoi pas? On a une situation où elle est obligée de plus essayer de voir sa mère et commencer à faire ça j'ai compris. Mais là, vous êtes en train, il faut vous en sortir, quoi. Il faut qu'on trouve une issue. Oui. Alors, si c'est elle qui le demande, oui. Je suis pas sûre qu'elle va y rester très longtemps. Mais de temps en temps, ça peut faire office de soupape, comme ça, vous donner un peu d'aération. Vous en avez besoin, mais je crois elle aussi, parce que l'atmosphère qui règne autour de vous est trop conflictuelle et qu'elle-même ressent le besoin de s'échapper. À mon avis, ça sera pas définitif et ça sera pas pour très longtemps. Mais si c'est sa demande, il faut bien sûr lui dire c'est ton choix. S'opposer à elle, c'est susciter un nouveau conflit. Non, je peux. Donc lui dire voilà, écoute, puisque tu le veux, ok, on va obtempérer, en sachant qu'à la minute où tu demandes à revenir, tu reviens. Ouais, on peut faire comme ça. Mais moi, si elle veut faire ça, bon, je suis plus dans le sens que s'il faut que je non, mais m'efface, j'ai bien compris. je m'efface pour que ma fille aille mieux, il n'y a aucun souci. Vous êtes prêt à tout tenter, et pourquoi pas ça? Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. Le problème, c'est que je vois plus d'autres solutions après. Non, mais vous avez raison. Et puis, vous vous sentez coupable par rapport à ça, donc vous vous demandez si c'est la bonne solution. Écoutez, j'essaie de trouver la solution qu'il faut. Mais j'ai bien compris. Heureuse. J'ai bien compris. En sachant très bien que moi, si ma fille est heureuse, moi je serai heureux, et si je suis heureux avec ma femme, ça sera bien aussi. Je peux pas séparer, je peux pas être heureux avec ma femme et être malheureux avec ma fille. Ouais, écoutez, laissez-lui faire cette expérience. Laissez-lui faire cette expérience qui, à mon avis, ne va pas durer très longtemps. Voilà. Mais puisqu'elle le demande, n'ayez pas de culpabilité en lui disant voilà, à la minute où tu veux revenir, tu as un coup de fil à passer et je reviens te chercher. Je crois qu'il faut tout tenter, parce que bon, je cherche pas à avoir la reconnaissance de ma fille. Le problème, c'est que je suis confronté à un problème où j'ai récupéré ma fille qui était à la rue. Bon, j'essaye. Bon, et c'est vrai que par rapport à des familles recomposées, qui est un peu le cas chez moi, on est entre adultes, et des questions qu'on se pose pas, par exemple. Je sais très bien, que ma femme actuelle ne me posera jamais la question. Bon. Oui, c'est ce que vous avez dit. Je reçois un SMS très intéressant qui dit: vous vivez une situation difficile, mais montrez à votre fille que vous lui faites confiance et maintenez le dialogue. Et là, je crois qu'en fait, c'est la clé, tout simplement, François. Je pense que il faut lui dire: voilà, c'est ta décision, je la respecte, je la respecte, je te fais confiance. Vous voyez ? Je pense être sur la bonne voie. Oui. Mais avec la crainte que je crois avoir essayé, je crois, avec cette solution-là, la dernière solution possible, et j'espère qu'elle va réussir, parce que sinon je serai mais il y a de fortes chances que ça réussisse, parce que c'est elle qui le demande. C'est elle qui le demande. C'est la première fois qu'elle choisit. Elle choisit. Donc c'est pour ça que ça va marcher. Puisqu'elle choisit, à partir de maintenant, c'est aussi sa responsabilité. Dites-lui que vous lui faites confiance et que peut-être que ça n'est, à la minute où elle le demande, peut-être que c'est la solution. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous allez... J'aurais aimé encore aborder un petit sujet encore, si c'est possible. Mais oui, allez-y, vite. J'ai tendance à penser que, pour toute une génération comme ça, de mettre les enfants, mes 3 enfants, de les mettre sur la bonne route. Et après, on les laisse partir.
sais pas si vous comprenez ce que je veux Mais dire. oui, mais on peut pas tout choisir pour eux. Ils ont aussi une Non, vie à je suis vivre et d'accord. des expériences à faire. Et je crois que j'ai tendance, moi, à m'effacer. Hmm. Dans le sens que j'ai ma grande fille, la première, qui a maintenant 30 ans maintenant. Après sa voix, quand elle était plus petite, j'ai fui un coup de main. François, c'est Oui. normal de s'effacer. C'est le rôle des parents, c'est à un moment donné de s'effacer précisément pour laisser les enfants prendre leur autonomie. Je pense que d'instinct, vous faites ce qu'il faut et vous le faites très bien. Je vous propose de nous rappeler une autre fois et je vous remercie en tout cas de votre confiance. Merci à vous. Au revoir François. Au revoir. Voilà Sarah. Sarah, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Donc, alors, je vous appelle pourquoi déjà? Ah oui. Ah. Ouais, désolée, j'étais bercée par la musique. Donc, en fait, alors j'ai un petit On se problème, rapproche du combiné, Sarah. Ouais, c'est bon là. Oui. Donc, je vous disais, en fait, ouais, j'ai un gros problème. Bien dans le combiné, Sarah. Mais vraiment, je parle dans le Voilà, là je vous entends. Ok. Donc, disais-je, je vais commencer par la conclusion, mais je vais détailler après. En fait, voilà, je me retrouve en relation avec deux garçons en même temps. Ah. Qui se trouvent pas au même endroit. Il y en a un à Paris et un en Espagne. Pratique. C'est vrai. Bon, alors tout a commencé en fait quand j'avais 22 ans. J'ai rencontré donc un jeune homme à l'université, donc on va l'appeler A. C'était en 2000, parce qu'aujourd'hui j'en ai 34. Donc en fait, j'ai fréquenté ce garçon pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il est parti au Canada. Moi, entre-temps, donc j'ai eu donc mon diplôme, hein, j'ai une maîtrise de psycho du travail. Ouais. Et donc, je voulais passer le DSS, mais je me suis dit pas tout de suite, je vais travailler d'abord. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans. Et je vous donne le détail parce que c'est important. Donc, après, une fois que j'étais prête, je me dis, allez, je vais entamer le DSS en RH, en ressources humaines. Et donc, je l'ai fait en alternance. Et donc, dans ce cadre-là, donc il y avait une entreprise où j'ai été recrutée donc sur Paris. Et dans cette entreprise, j'ai rencontré un autre garçon. D'accord. Voilà. Donc avec le premier, je gardais toujours le lien, hein, téléphone, internet. Je suis allée le voir une fois donc au Canada. Ouais. Et donc là, on est en 2004-2005. Donc j'ai entamé une relation avec Monsieur B. Ça se passe très bien. Et donc ça c'est un coup de foudre en fait, hein, avec le deuxième. Et donc la relation commence à prendre une tournure plus sérieuse. Donc il commence à être demandeur d'un peu plus. Moi, du fait de convictions religieuses, je n'ai pas voulu sauter le pas. Et donc ça l'a un petit peu bloqué. Et à partir de là, on a commencé un petit peu à s'éloigner en fait. Bon, moi j'ai eu mon DSS entre-temps et donc j'ai quitté Paris. Je suis allée dans ma province natale où j'ai trouvé un poste en CDI de responsable RH dans une usine. D'accord. Et donc, la relation avec Monsieur A continue toujours au téléphone. En fait, il est resté quasiment 10 ans en fait au Canada. Hein. Oui. Et donc, avec Monsieur B, ça s'est un petit peu étiolé du fait de la distance, j'allais dire. Oui. Des fois, je me demande si je me suis pas arrangée pour avoir des relations à distance, pour ne pas m'engager. Je sais pas, mais. Et moi, à mon poste, il y a la crise automobile qui passe par là, donc je suis mutée en Belgique. On est en 2009. Et après Belgique, je pars en Espagne. Le monsieur A apprend que je suis en Espagne, parce que bon, je lui dis, il vient en Espagne. Donc en 2010, on est en Espagne tous les deux, on est à Barcelone. Et monsieur B, ben, en fait, je l'ai un petit peu abandonné. J'ai pas dit, enfin, on n'a pas rompu, on n'a jamais rompu, mais j'ai laissé la relation entre parenthèses. Et en 2010-2011, ça commence à être un peu plus sérieux avec Monsieur A, sachant qu'il a les mêmes valeurs religieuses que moi, mais sa mère n'est pas du même avis concernant notre relation, parce qu'elle a dit voilà, moi je veux pas d'une fille qui travaille, je vous trouve ambitieuse, ça ne me plaît pas, et je veux pas que mon fils. C'est un comble ça, oui. C'est merveilleux. Et en plus c'est la crise en Espagne, il fallait le faire quand même. Ouais. Et donc en 2011, on s'est disputé évidemment, donc on a rompu. Je reviens en France.
Donc il n'y a toujours pas Monsieur B dans le paysage. Et fin 2011, je remets ça avec Monsieur A. Parce qu'il y avait toujours des sentiments, on était quand même attachés l'un à l'autre. Et puis là, il y a 2 jours, Monsieur B m'envoie un mail en me disant: est-ce que tu existes toujours? Est-ce que tu es toujours ici, célibataire, pas marié? Parce que mes sentiments n'ont pas changé. Donc, le jeune homme qui est en Espagne, ça se passe bien. Donc lui, comme il a eu des problèmes du fait de la crise, donc il a repris des études pour changer d'orientation. D'accord. Alors que Monsieur B est toujours ingénieur dans la même entreprise, il est content, tout se passe bien et voilà, il cherche à renouer le contact. Et moi, sans hésiter, je l'ai appelé hier. Et les sentiments n'ont pas changé, je l'aime toujours et lui c'est pareil. Et donc là je suis face à un problème, c'est que Monsieur A me promet un mariage d'ici la fin de l'année. Oui. Et Monsieur B me dit: carpe diem, viens vivre avec moi, je ne te propose pas le mariage, mais que l'on vive ensemble. Mmh. Voilà, donc moi, parallèlement à ça, j'ai une pression quand même de ma famille, j'ai 34 ans et ils voudraient bien que je me marie. Oui, alors ça c'est pas le problème, hein. La famille on la laisse de côté, vous avez déjà bien assez à penser pour vous toute seule. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec A et B? Écoutez, exactement. Bon, c'est pas des inconnus, hein, ça pourrait être une équation, mais c'est presque ça. Et donc moi je suis à 5 heures de Paris maintenant et je suis à 4 heures de Barcelone. Bon, si vous écoutez votre cœur, vous allez où? Sincèrement, à Paris. À Paris? Oui. C'est-à-dire Monsieur B? Monsieur B. Ouais. Sans hésiter? Ouais, sans hésiter, parce que il y a, alors peut-être que je cherche de la folie, il y a un côté qui me rassure chez lui, qu'il n'y a pas chez Monsieur A. Monsieur A, justement, c'est moi le moteur dans le couple, alors qu'avec Monsieur B, c'est lui qui décide, il est assertif, affirmé. J'ai l'impression d'être une petite fille avec lui, alors qu'avec Monsieur A, c'est moi l'adulte. Ouais. C'est moi qui prends les décisions, c'est toujours moi qui décide. Même avec sa mère, c'est moi qui décide. Ben voilà, je vais vous dire, vous avez quelqu'un qui s'est montré très constant, il faut quand même le reconnaître, parce que vous l'avez rencontré, il avait 22 ans, aujourd'hui vous en avez 34, il est toujours là. Mais ça veut dire qu'au bout de 12 ans seulement, et après avoir pris l'avis de maman, et puis espacé parce que maman n'était pas d'accord, finalement il se décide et le mariage serait éventuellement pour la fin de l'année. Vous savez quoi, Sarah? Écoutez-vous. Allez là où vous sentez que votre cœur vous porte, parce que c'est un indice qui en principe ne trompe pas. Surtout que vous avez été séparés de Monsieur B, on va l'appeler comme ça, que malgré tout le temps aurait pu faire son effet. Or pas du tout. Et vous avez été séparés même si vous n'avez pas tout à fait rompu le contact. J'ai l'impression que vous avez un peu de mal à vous séparer. Mais si après autant de temps il vous appelle d'un seul coup pour vous dire voilà où j'en suis, voilà où tu en es, dis-moi, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à vivre ensemble? J'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Ouais, mais après, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Hein, vous assumez. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je suis musulmane et catholique et ça pose vraiment problème. Ça pose problème. Ah là là, oui, ça pose un problème même assez important et qui justifie que vous nous rappeliez une autre fois pour qu'on puisse en parler tranquillement. Là, je dois vous quitter, donc surtout, n'hésitez pas à nous rappeler. À très bientôt, Sarah. Au revoir. Merci, en tout cas, au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est 1h et tout de suite le flash avec Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.